Bonjour et bienvenue sur ma chaîne où je vais vous apprendre les bases de Python, mais aussi vite que possible. Et ça commence tout de suite, on va sur Google, on tape Jupyter Code Online, on clique sur le premier lien. Ça va nous renvoyer une petite, voilà, une petite web page. Et on va directement dans Try in your browser, on clique, et voilà, ça commence. On va commencer avec les types de données. Donc les types de données en Python, il y en a plusieurs. Donc on va commencer avec les integers. Les integers, ce sont des entiers. Donc ce sont des nombres, voilà, sans virgule, donc qui vont être, reconnus, par Python. Ensuite, vous avez, les floats, donc les nombres flottants, qui vont être les nombres à virgule. Alors attention, parce que les virgules, c'est le point. Donc voilà, ça c'est pour les floats et les strings, ce sont les chaînes de caractères. C'est tout ce qui va être entre, les, double quotes et les simples quotes, donc les guillemets, les entre guillemets. Donc ça, c'est très important et puis on a les booléennes. Donc les booléennes, ce sont, les vrais ou les faux. Donc c'est tout ce qui va être, pouvoir régler toutes les questions de l'ordinateur qui vont être, réglées par vrai ou par faux. Donc bien sûr, ce sera, tout en français, mais les par convention, on va tout nommer en anglais, donc ça, c'est très important. Les suivantes que nous allons voir sont les variables. Les variables sont vraiment très faciles à faire, elles vous permettent de mettre des types de données dans des noms de variables. Par exemple, si je tape et salut égale moi et que je fais un print, donc un affichage de salut, il va me retourner moi. Donc ça, c'est tout à fait normal. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme, comme nom, mais attention parce qu'il y a des noms qui sont, des mots-clés. Par exemple, si vous tapez liste, ça ne marche pas parce que là, il est en vert. En fait, c'est un mot-clé. Par contre, si vous tapez liste en français avec un E, bah là, ça marche. Ou alors si vous tapez liste, 2, 1, liste 2 aussi, ça marche, et bien là, ça va marcher. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on fait, on peut afficher plusieurs choses. Par exemple, si on fait salut égale moi et qu'après on dit, maison égale appart, je sais pas, je dis n'importe quoi, eh bien on peut faire un print de salut et aussi de maison. Et là, ça va nous mettre les deux, tout simplement. Si je change, par exemple, je dis, que maintenant salut est égal à parle et que je le valide, eh bien sûr, ça a changé. Heu, voilà, donc ça, c'est très important. On va s'intéresser aux inputs. C'est par exemple demander quelque chose et le retourner à l'écran. Donc on va dire par exemple nom ou plutôt name égale input de guillemets nom, 2 points. Et par exemple, on peut aussi demander l'âge. Donc on va dire, âge égale input de âge, 2 points, espace, et on va lui dire montre-moi, affiche-moi, salut, virgule, le nom. Donc on va lui demander la variable name, virgule, vous avez, virgule, âge, donc la variable âge, et là on va marquer en. Et si j'exécute le script, nom, moi je mets n'importe quoi, hein, Pierre, âge, moi je mets n'importe quoi aussi, 22, salut Pierre, vous avez 22 ans. Voilà, donc ça marche, et ça c'est, voilà, comment on fait pour demander les informations. Et la prochaine chose dont on va parler, ce sont, les arithmétiques opérateurs. Les arithmétiques opérateurs, vous les connaissez tous, plus, moins, diviser par, multiplier. Eh bien, vous pouvez vous en servir aussi, en Python. Par exemple, on voit y égale 3 et à la ligne d'en dessous, x égale y plus 7 et afficher x. Donc bien entendu, quand on fait afficher x, eh bien, ça, affiche, le bon résultat, c'est-à-dire 10. On peut aussi changer avec une multiplication, donc c'est, l'étoile qui est ici, donc on valide
et ça nous donne le bon résultat. On a aussi puissance, alors puissance, c'est 2 petites étoiles, comme ça, on met 2 petites étoiles, on valide et puis on a, le bon résultat. Donc voilà, ça c'est pour les, opérateurs arithmétiques. La chose suivante que nous allons voir, ce sont les string methods. Les string methods, ça nous permet de changer une string, par exemple, en rajoutant un point à la fin, par exemple, en faisant tout en minuscule ou tout en majuscule, ou par exemple en mettant une majuscule au début de la phrase, ou par exemple en demandant, combien il y a de L, par exemple, dans une phrase. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est quand vous allez demander quelque chose, quand vous allez faire votre demande et que la personne répond à moitié en majuscule, moitié en minuscule, et ça vous permet d'avoir quand même une égalité sur, une phrase qui va être reconnue. Donc par exemple, si je dis: «Salut» égale «Salut à tous» et que je fais point upper et que je le valide. Alors bien sûr, il faut que je fasse un print de «Salut», sinon ça ne marche pas. Hop, et bien ça me met tout en majuscule. Si je fais point lower et que je le valide, ça marche aussi. Voilà, ça m'a tout mis en minuscule, même le O qu'on voit. Et si je dis maintenant point count et que je mets en argument par exemple, le U et que je le valide, voilà, ça m'a mis 2. Donc ça, c'est très important à savoir. Donc ça, c'est le string opérateur, le string méthode, pardon, et on passe tout de suite à la suite. Très bien, donc la prochaine chose que nous allons voir, ce sont les conditional operators. Donc ce sont, des booléens qui vont nous retourner vrai ou faux. Par exemple, quand vous avez double égal comme, le premier, c'est est-ce que c'est égal? Dans le deuxième, on voit point d'exclamation égal, c'est pour demander si c'est différent d'eux. Après, on a inférieur ou égal et on a supérieur ou égal. Donc, par exemple, on fait un y égale hello et x et y égale hello, x égale hello, y égale hello, et qu'on fait un print. Un print de x égale y et qu'on le valide. La prochaine chose que nous allons voir, ce sont les conditional operators. Ça vous permet, c'est un booléen qui vous permet de répondre par vrai ou par faux à une question posée. On a bien sûr le double égal, qui est différent de l'égal tout court qu'on a vu précédemment. On a le point d'exclamation égal, qui veut dire différent d'eux. On a le inférieur ou égal, et on a le supérieur ou égal. On a aussi le égal et le inférieur et le supérieur. Par exemple, quand on prend x égale 7 et y égale 7, et qu'on dit je veux que tu m'affiches est-ce que x est égal à 7, eh bien la réponse va être évidemment oui. Si maintenant je change et que je dis je veux que tu me dises si c'est différent et que je le valide, eh bien là on voit bien sûr que c'est faux parce que c'est pas différent. Voilà. Si on le remet à égal, bien sûr, voilà. Si maintenant je change et que je dis, voilà, j'ai envie de dire que c'est 7,0, est-ce que c'est vrai? Eh bien c'est encore vrai. Donc voilà, ça ce sont les conditional operators, ce sont des booléens, et on passe tout de suite à la suite. Nous allons maintenant parler de if, elif et else. C'est simplement pour vérifier si une information est vraie ou pas. Si elle est vraie, fais quelque chose, si elle n'est pas vraie, ne le fais pas, ou alors fais-le de manière différente. On a un exemple, donc x égale, on demande à l'utilisateur input le type, et donc on va faire un if, si x est égal à humain, donc si ce que j'ai tapé est égal à humain, imprime, tu es humain. Mais quoi qu'il arrive, tu imprimes toujours afficher cela. On fait un essai, humain, type humain, tu es humain, toujours afficher cela. Si je recommence et que je change, je mets H, ça n'écrit pas tu es humain, ça écrit toujours afficher cela. On peut aussi faire un else, donc on va dire
ou sinon else print tu n'es pas humain, on le valide, je tape humain, je tape autre chose, H, tu n'es pas humain. On peut mettre aussi un elif. Donc le elif, il doit venir avant le else et après le if. Il peut y avoir qu'un if, un else, mais il peut y avoir autant de elif que possible. En général, on en met 2, mais pas plus que 2, parce que sinon on va créer un nouveau petit bout de code. Ce sera plus simple. Donc, je mets elif, x égale Pierre, et je vais imprimer salut Pierre. Si on recommence et qu'on fait Pierre, ça marche. Les collections sont un ensemble, ordonné ou non, d'éléments qui sont soit des listes, soit des tuples. Les listes sont ceux que l'on voit à l'écran avec des crochets. À l'intérieur, il y a des types de données qui n'ont pas besoin d'être du même type. Tous les éléments de la liste ont un numéro que l'on appelle indice. Et le premier élément aura l'indice 0. Si je veux récupérer un élément, je mets son indice et je demande un print. Je peux aussi demander la taille de la liste en mettant len devant. À ce moment-là, il me mettra le nombre d'éléments qu'il y a dans ma liste. On peut aussi ajouter des choses à la liste en mettant .app derrière. Exemple, x.appen argument salut. On peut aussi insérer des choses entre certains caractères en utilisant insert. Comme vous le voyez, donc on choisit sa position. Moi j'ai choisi 1, donc ce sera entre le set et le true. Si je choisis 2, eh bien on peut voir qu'il change de place. Vous pouvez aussi étendre votre liste avec .extend. Donc vous faites x.extend et après vous marquez monde, vous marquez ce que vous voulez pour ajouter la liste à la liste. Si vous souhaitez supprimer un élément, eh bien c'est très simple. Il y a la méthode pop. Donc bien sûr, vous pouvez supprimer un élément de la liste en faisant x.pop et l'index que vous voulez supprimer. Donc là, on va supprimer true. Donc là, ça fait 0, 1, 2. Donc là, je fais x.pop 1 et je valide. Et voilà, nous avons bien le true qui a disparu. On voit la différence entre les listes et les tuples. La différence entre les listes et les tuples, c'est que les tuples sont immuables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les changer. Je vais donner un exemple. Donc ça, ce n'est pas possible de le changer, mais par contre, vous pouvez faire une liste dans un tuple. Par exemple comme ceci. Voilà. La prochaine chose dont nous allons parler sont les boucles. Il existe deux types de loops, les boucles for et les boucles while. Les boucles for sont une boucle dont nous savons combien de fois à peu près nous allons l'utiliser, alors que les boucles while seront actives tant qu'on ne leur a pas dit de s'arrêter. Par exemple, on fait for i in range 10, print i, et on valide. Et voilà. Dans ce cas, dans for i in range, range est une fonction qui va créer une collection basée sur la demande que nous avons faite. Nous pouvons aussi demander des choses à cette boucle. Par exemple, si je mets 1, virgule avec un espace, je lui demande de ne pas inclure le premier.
si je le valide, ça nous enlève le 0 et ça va jusqu'à 10, mais sans inclure 10. Je peux aussi lui dire de commencer par 10, de faire un décompte, mais de 2 en 2, ou même de 3 en 3. Ça marche aussi. Et je peux bien sûr lui demander d'aller jusqu'où je veux, puisque je peux lui dire d'aller par exemple jusqu'à -5. Il n'y a pas de souci, et donc on va faire un compte à rebours jusqu'à -5, mais sans inclure -5. Alors bien sûr, je peux itérer sur une liste, donc je mets des nombres. Comme ceci. Voilà. Et ça va nous donner le bon résultat. Une autre chose que nous pouvons faire, c'est utiliser la fonction enumerate. Comme ceci. Enumerate. Que vous allez utiliser pour chaque élément de la liste. Cela marche un peu comme une combinaison de for loop. I, element, virgule element. Et quand on le valide, voilà le résultat. Maintenant, voyons les boucles while. Je vais te donner un exemple. Nous allons donc faire i égale 0, parce que nous allons commencer à 0. While true, si la condition est vraie, alors tu vas afficher commence et tu vas faire i plus égale 1 si i devient 13, alors tu vas arrêter, break. Et du coup, si je lance le script, alors bien sûr ça ne marche pas parce que je n'ai pas mis les 2 points, donc on va mettre les 2 points et on valide, et voilà. Ça me le fait, et ça s'arrête bien au bon moment. Et voilà, c'est tout pour les boucles while. La prochaine des choses que nous allons voir sont le slice operator. Slice operator vous permet de prendre une tranche de string ou de liste et de faire quelque chose avec. Il y a beaucoup de langages qui utilisent le slice, mais pas aussi bien que Python. Alors je vais vous montrer dans un exemple ce que ça donne. Donc comme on l'a vu précédemment, entre crochets on a ça commence, puis on s'arrête, puis une marche. Par exemple, si je mets slice at x, on commence à 0, on va prendre l'index 2, et on va faire un step de un seul, et qu'on valide. Voilà. Maintenant, on va faire l'exemple en mettant le y. Y, on valide. On va aussi mettre un peu plus de chiffres. Comme ça, on va pouvoir voir la différence. Voilà, comme ceci. Comme on l'a vu tout à l'heure, si vous faites juste 2.0, arrête-toi à l'index qu'on a choisi. Par exemple, comme ceci. On peut aussi faire comme ça, on commencera à 2, à 3 et s'arrêter à la fin. Voilà pour le résultat. Dans cet exemple, on commence à l'index 6, on va de 1 en 1 et on va jusqu'à l'index, mais sans inclure le 8. On peut aussi lui dire commence par la fin, va jusqu'au début, et voilà. C'est vraiment une façon très rapide et très facile pour inverser une liste. On peut même créer un nouvel exemple, par exemple u égale salut. U, on le valide. On peut aussi bien sûr choisir de le faire par 2. On le valide.
Et voilà, c'est la fin des tranches et on passe à la suite. Maintenant, voyons les sets. Les sets sont un ensemble de valeurs uniques qui ne peuvent apparaître qu'une seule fois et sont représentés par des crochets. Quand on fait un set, on ne garantit pas l'ordre de traitement de l'information. Vous pouvez l'utiliser dans une situation où vous voulez savoir si quelque chose existe ou pas dans le set. Donc voyons un exemple tout de suite ensemble. X égale Y égale 7. On met donc des chiffres, on crée oups. On va remettre un 5. 5. Donc si je fais un print de X, print, et que je le valide, il m'a bien enlevé une fois le 5 qui est ici, enfin peu importe lequel il a enlevé, mais il a enlevé un des 5. On peut aussi ajouter des choses au set, x.add, et je vais dire 8, et je le valide. Si je le souhaite, je peux aussi le supprimer, remove, je le valide. Voilà, comme ceci. Et du coup, on peut faire ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire demander si un chiffre existe ou si quelque chose existe dans le set. Par exemple, est-ce que 6 est dans X? On le valide. Et effectivement, c'est vrai. Si je change et que je mets 8, est-ce que 8 est dans X? La réponse est bien sûr faux. Et bien sûr, après, on va pouvoir comparer. Par exemple, si je dis X2 égale une autre 7, par exemple 32, 6, et je vais remettre un 5, et que je dis OK, maintenant, tu vas me dire, dans le set X, tu me fais la différence avec le X2. Bien sûr, la différence, c'est 67. On peut aussi faire l'intersection. Voilà, comme ça. Et nous passons donc à la suite. Nous allons maintenant parler des dictionnaires, qui sont un ensemble de clés-valeurs disposées côte à côte dans des accolades. Par exemple, X égale accolade, on va dire maison, qui est égale à la valeur 4. Nous allons faire une virgule et nous allons dire appartement, appartement, qui est égal à la valeur 1. Et nous allons afficher uniquement les valeurs. Donc on va faire print x value et nous allons le valider. Très bien. Donc on peut aussi ajouter une valeur pour le faire. Par exemple, si j'ai envie d'ajouter, je ne sais pas moi, par exemple un hôtel, je vais faire x entre crochets hôtel et je vais lui donner la valeur 6. C'est un exemple. On le valide. Et bien sûr, maintenant, si je demande de faire un autre print, eh bien, il va nous mettre ici la valeur. Voilà, donc on va enlever ce petit print ici. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que on ne peut pas faire d'insertion, car il n'y a pas d'ordre, ce n'est pas une séquence. Par contre, on peut aussi retirer un élément de la liste. Par exemple, j'ai envie de dire, je vais retirer par exemple l'appartement, donc je vais faire del x entre crochets appartement, appartement, je le valide, et quand je fais un print, on voit qu'il a laissé hôtel et qu'il a enlevé appartement. On peut aussi faire des boucles for comme on a vu précédemment, donc for key value in x.item,
deux points, et on va lui demander d'imprimer les clés et les valeurs. On le valide. Alors bien sûr avec un S parce que sinon ça ne marche pas, et quand je clique, on peut aussi lui demander de mettre seulement les clés. Et ce qu'il y a aussi de très bien avec les dictionnaires, c'est qu'on peut demander quelque chose qui est peut-être ou peut-être pas dedans. Et ça se fait avec la méthode get. Donc on fait printx.get. Là je vais marquer quelque chose qui existe, par exemple hôtel. Je vais le valider. On me donne bien la valeur. Par contre, si je tape pavillon, je valide. On me dit non. Et si je dis, je ne sais pas maintenant, maison, que je le valide, et voilà, ça marche. Et c'est tout pour les dictionnaires. La chose suivante que nous allons voir, c'est comprehension. Donc dans mon esprit, Python, c'est le seul à ce jour à avoir ce genre de choses. Essentiellement, c'est une façon en une ligne d'initialiser une liste, un tuple ou un dictionnaire. Je donne un exemple. Donc on va faire x égale entre crochets x pour x dans un range, par exemple 10. On va faire un print de x. On le valide. Voilà, si on veut prendre un autre exemple un peu plus compliqué, on va faire x plus 5 dans, je sais pas, 8 par exemple. On le valide. Et pour voir un exemple aussi encore supérieur, pour voir ce qu'on peut créer, on va faire Python pour x dans range, je sais pas, par exemple 7, pour x dans la range de 4, et on va faire print x, et on le valide. Et voilà, donc on a plusieurs fois, on a le nombre de fois Python, et voilà, dans une loupe for, dans une autre loupe for. Donc c'est très intéressant, c'est l'un des seuls langages à pouvoir faire ça. C'est vraiment très intéressant. On passe à la suite. Maintenant, parlons des fonctions. C'est un sous-programme qui comporte une série d'étapes qui s'effectuent les unes après les autres. Dans le but d'alléger et de réutiliser le code, cela évite de faire un copier-coller et permet de segmenter le code. Il est écrit en minuscules, et si il y a plusieurs mots dans le nom de la fonction, on les sépare avec un underscore. Les fonctions se créent avec le mot-clé def et prennent toujours des parenthèses. Un exemple, donc def exemple, et exemple, parenthèse, deux points, print, salut, exemple, on valide. On peut aussi définir une fonction dans une fonction, par exemple def exemple, deux points, print, bonjour, exemple, on valide. Bien entendu, on peut tout à fait les mixer avec des nombres, puisque les trois quarts du temps, ça va être fait pour des chiffres. Alors, exemple, donc print bonjour, virgule, x, virgule, y, return de x
multiplié par y, et on va appeler la fonction func, et on va lui dire 5, 6. On va le valider, et voilà, c'est tout pour les fonctions. La prochaine des choses sont les exceptions. Quand Python exécute votre code et rencontre une erreur, il arrête l'exécution et remonte une exception. Une exception est un objet avec la description du problème. Il y a beaucoup d'erreurs différentes, comme par exemple, on va voir donc un exemple, for i in range 5, print salut. Là, comme je n'ai pas mis les deux points, il me met invalide syntaxe, donc une erreur de syntaxe. Si je l'écris correctement, je le valide, et là ça marche. Une autre erreur que nous pouvons voir, ce sont par exemple les erreurs quand vous avez 1 plus 2 plus, mettons, que je valide, eh bien évidemment ça ne marche pas puisque il nous dit qu'il ne peut pas additionner des integers avec des strings. Donc bien entendu, ça ne marche pas. Donc nous allons voir aussi le try. Et bien sûr, pour ne pas avoir ce message d'erreur, on a le try. Donc on peut faire un exemple. Donc on va taper try, deux points, par exemple, x égale 8 divisé par 0. Et on va dire except exception. Et on valide. Et voilà, ça nous dit que ce n'est pas division par 0. Alors que si je le remets, si j'enlève tout ça, et que je le valide, bah, ça nous remet notre erreur. Donc c'est vraiment l'intérêt du try. On a aussi le terme finally, qui va nous dire que même si on continue, eh bien on peut quand même écrire ce qu'on veut. Par exemple, finally, print, on va marquer quand même, et on le valide. Et voilà, ça fonctionne. Donc c'est à peu près tout pour les exceptions, le try et le finally. Nous allons maintenant voir les lambda. C'est une fonction qui ne va prendre qu'une seule expression. Par exemple, je vais faire def exemple x return x plus 5. Du coup, on va pouvoir faire print exemple 2. On valide. Bien entendu, ça marche. Et maintenant, on va utiliser le lambda. Donc, exemple 2 égale lambda de x, 2 points, x plus 5. Et après, on va pouvoir lui demander d'afficher l'exemple 2. Exemple 2. Et par exemple 9. Et on va lui demander la réponse. Et voilà, c'est 14. Donc, on va voir aussi les maps. Donc, A égale une liste. Donc, on met des chiffres au hasard. Voilà. Après, on va donner un nom, on va l'appeler test. Test égale, donc, liste. Map lambda. Donc, on retrouve notre lambda. X plus, mettons 6, et virgule A.
et après on va faire un petit print de test et on le valide et bien entendu ça marche. Donc voilà, donc là vous avez eu un petit exemple de, heu, map et on passe tout de suite à la suite. On va commencer avec les types de données. Donc les types de données en Python, il y en a plusieurs. Donc on va commencer avec les integers. Les integers, ce sont des entiers. Donc ce sont des nombres, voilà, sans virgule, donc qui vont être, reconnus, par Python. Ensuite, vous avez, les floats, donc les nombres flottants, qui vont être les nombres à virgule. Alors attention parce que les virgules, c'est le point. Donc voilà, ça c'est pour les floats et les strings, ce sont les chaînes de caractères. C'est tout ce qui va être entre, les, doubles quotes et les simples quotes, donc les guillemets, les entre guillemets. Donc ça, c'est très important et puis on a les booléennes. Donc les booléennes, ce sont, les vrais ou les faux. Donc c'est tout ce qui va être, pouvoir régler toutes les questions de l'ordinateur qui vont être, réglées par vrai ou par faux. Donc bien sûr, ce sera, tout en français, mais les par convention, on va tout nommer